Je me présente, je suis Anne-Laurence, directrice du pôle RSE à Comité 21 Grand Ouest et nous avons décidé d'organiser ce webinaire sur un sujet d'actualité pour les entreprises. Je vais déjà vous expliquer comment va se dérouler ce webinaire qui va se dérouler de 9h à 10h30 et puis ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet avec nos experts. Tout d'abord, on va déjà se présenter, présenter le comité 21 et présenter l'UIMM et pourquoi nous avons voulu organiser ensemble ce webinaire aujourd'hui. Ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec nos experts Cécile Vacher et Alexandra Fleury du cabinet Virtuel. Après, on a la chance d'avoir un témoignage d'un industriel de Carquefou qui est en train de mettre en place la démarche de durabilité dans son entreprise. Donc, nous allons avoir un retour d'expérience concret. Et puis, à la fin, on va bien sûr avoir un temps d'échange avec vous, de questions-réponses, parce que c'est vrai que c'est un sujet complexe. C'est important d'avoir de pouvoir échanger, et on a la chance d'avoir des experts avec nous. Et puis, nous verrons ensuite les prochaines étapes et les contacts si vous souhaitez aller avancer plus loin sur ces sujets. Un point important et on va faire un petit test tout à l'heure, au fait, on a quoi avec Alexandra, et Cécile du cabinet Virtuel, on a voulu ce webinaire le plus interactif possible, et donc on va vous poser des sondages en direct. Je vais faire un petit test tout à l'heure, un sondage en direct, pour, justement voir où vous en êtes dans votre maturité sur, tous les sujets de RSE, de durabilité et CSRD. Donc vraiment, on vous incite à y répondre parce que ça permet aussi d'être plus interactif et acteur dans ce webinaire. Alors justement, je vais tout de suite, si vous voulez, je vais tester le questionnaire en direct, bon, pour voir si ça marche bien. Donc là, normalement, il y a un petit questionnaire qui vous demande en direct si vous avez déjà structuré votre démarche RSE. Donc vous répondez par oui ou non et on va voir si ça marche. Est-ce que vous le voyez? Non. Non. Ah, alors voilà. Est-ce que vous le Ah, voyez? Oui, dans la moi je le conversation. vois. Oui, Oui, ça apparaît bien un pop-up sur le dessus. Oui. oui. Donc c'est bon, tout le monde le voit? Oui. On le voit, mais ça ne réagit pas quand on clique dessus. Ça se Alors démarre. attendez, on va faire un petit test. Non, vous pouvez répondre dans la conversation normalement. Si vous ouvrez la conversation, vous pouvez aussi le retrouver là. Là, je vois qu'il y a 39 réponses, donc c'est bon, ça marche. Ça marche, super. Donc voilà, c'était un petit test pour voir si ça marche bien. Donc, avant de commencer, qu'on se présente, c'est important de savoir qui vont être les acteurs qui vont être pendant ce webinaire. Donc, le comité 21 Grand Ouest, c'est un réseau d'acteurs sur le développement durable. Ça fait 30 ans que nous travaillons sur les sujets de transition écologique et de RSE. Et nous sommes un réseau. Donc nous, notre rôle, au fait, c'est d'accompagner les entreprises et les collectivités à justement grandir sur ces sujets de transition écologique et de RSE. Donc on propose à nos adhérents 3 types d'offres. À la fois, on fait de la veille, justement pour décrypter des nouvelles lois, pour décrypter des sujets importants sur la RSE et la transition écologique. Et nous sommes dans ce cadre-là secrétaire général du GIEC des Pays de la Loire, où justement nous décryptons l'impact du changement climatique sur les Pays de la Loire.
Ensuite, comme un réseau, notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises et les collectivités sur ces sujets-là. Donc, on fait des ateliers en collectif avec des experts comme Virtual et des entreprises où il y a de la méthode, du retour d'expérience pour justement que les adhérents partagent entre eux et avancent ensemble sur ces sujets de transition écologique. Et ensuite, on fait également on fait des groupes de travail, des expérimentations. Donc voilà qui nous sommes et sur le territoire, nous sommes 220 adhérents. Donc à la fois, nous avons des entreprises. Alexandra? Oui, pardon. Donc nous sommes 220 adhérents et ce qui fait la particularité de Comité 21 comme réseau sur la transition écologique, c'est qu'on a à la fois des entreprises, on a des fédérations comme l'UIMM dans nos partenaires, des collectivités, des associations comme par exemple le label Lucie ou des établissements d'enseignement supérieur. Voilà. Donc nous, on croit beaucoup en multi-acteurs pour avancer sur tous ces sujets sur la transition écologique. Donc voilà, je nous ai présenté pour voir un petit peu justement pourquoi nous organisons ce webinaire. C'est vraiment avec un objectif de vous sensibiliser sur ce sujet clé de la CSRD, qui va vraiment être un outil, pas un outil, c'est à la fois un outil, mais une directive européenne qui va demander aux entreprises vraiment de structurer leur durabilité et leur stratégie de durabilité. Donc, ça a un impact très fort sur l'ensemble des entreprises. Alors, il y a les grosses entreprises et les PME de plus de 250 salariés vont être directement concernées, mais justement, ce qu'on a voulu faire ce matin, c'était de montrer justement comment la CSRD va impliquer de très nombreuses entreprises sur le territoire. Donc, je remercie l'UIMM d'avoir organisé avec Comité 21 ce webinaire. Donc, je vais laisser Françoise déjà nous expliquer voilà, pourquoi on a organisé ensemble ce webinaire avec le Comité 21. Puisqu'au fait, on a, dans les plus de 100 participants ce matin, on a un grand nombre d'adhérents à l'UIMM. Donc, Françoise, merci beaucoup d'être là. Et si tu peux, en 2 mots, nous redire, pourquoi l'UIMM organise ce webinaire avec le Comité 21. Oui, donc merci donc d'être aussi nombreux à participer à ce webinaire. Ça nous fait très plaisir en fait de réussir à mobiliser autant de personnes sur un sujet qui va monter. Donc l'UMM, l'UMM Pays de Loire, en fait, donc là je parle au nom de Sandrine Quignou, qui est la directrice régionale déléguée, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc l'UMM Pays de Loire, c'est plus de 3000 entreprises sur la région Pays de Loire. C'est de la métallurgie, évidemment. C'est 116 000, plus de 116 000 salariés. Donc, avec un grand nombre de TPE-PME, on a plus de 80% des entreprises qui ont moins de 50 salariés. Donc, qui vont a priori, enfin des établissements qui seront a priori pas forcément directement concernés, mais par contre, qui vont avoir un certain nombre de questions qui vont leur arriver par leur donneur d'ordre. Et donc, ça nous semblait important de sensibiliser les entreprises à tous ces enjeux CSRD au moment où ça arrive, parce qu'ils vont avoir des questionnaires qui vont leur arriver. Donc, en tant qu'adhérent du Comité 21, Comité 21 Grand Ouest, en fait, vous êtes quand même bien connus, référencés sur les enjeux RSE, CSRD. Donc, ça nous a semblé vraiment intéressant de pouvoir travailler en partenariat et puis de montrer ce qui peut se faire sur le territoire et puis de pouvoir travailler comme ça, intelligemment en réseau, pour avancer ce sujet qui va devenir un sujet majeur dans les prochains mois et prochaines années. Donc, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui parce qu'effectivement, dans la CSRD, on va être tous concernés par ce nouveau sujet. Merci Françoise et maintenant place, au cabinet Virtual. Merci beaucoup Alexandra et Cécile, d'être là pour, justement apporter votre regard d'expert, sur ce sujet-là. Donc place à vous.
Merci pour toute cette introduction, Anne et Françoise, et merci de nous accueillir, donc cabinet virtuel qui est présent à Nantes depuis 16 ans. Voilà, on accompagne des entreprises, tout secteur, depuis le diagnostic, la prise en compte de l'impact, et puis peu à peu la structuration de la gouvernance, de la stratégie de la durabilité. Le dialogue parties prenantes, pourquoi pas, et également, on a une spécificité, hein, de développer aussi, le bilan carbone et les stratégies bas carbone. Et puis, bah, on le faisait depuis longtemps en support méthodologique au rapport RSE qu'on a, commué en, support méthodologique à la CSRD. Et donc voilà, on accompagne des entreprises, ETI, PME, depuis 16 ans en Pays de la Loire, majoritairement, voilà, 90 à peu près. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui, également, Alexandra Fleury. Voilà, moi je suis Cécile Vacher, je suis, co-dirigeante, du cabinet Vertuel, et je suis également, présidente ou coprésidente en fait on aime bien la parité en fait à chaque fois, de l'association IFA Grand Ouest, donc l'Institut français des administrateurs, qui est la première association d'administrateurs, en France, avec 3 500 adhérents au niveau national et 200 en Pays de la Loire, enfin non, 200 dans l'Ouest pour l'instant. Et le but de cette association, c'est de diffuser et de partager les bonnes pratiques d'administrateurs. Et évidemment, sur ces sujets ESG, on est en première ligne puisqu'il s'agit de stratégie, et évidemment faire en sorte que tous les administrateurs s'emparent de ces questions, environnementales, sociétales et plus globalement de gouvernance. Peut-être te présenter? Donc, Alexandra Fleury, j'ai rejoint le cabinet virtuel, l'année dernière pour accompagner, plusieurs clients, justement dans le déploiement de leurs projets de CSRD, qui soient concernés légalement par l'obligation ou pas forcément. Donc, l'idée, ça va être aussi de voir pour les personnes qui ne sont pas directement concernées, comment elles vont être impactées et ce que ça peut leur rapporter. Effectivement, on a le plaisir d'avoir avec nous, Régis Paris de Trellbock. Bonjour Régis. Bonjour, alors ouais, je vais me présenter donc Régis Paris, donc je fais partie de je suis le directeur industriel et durabilité de cette société Trellborg qui est présente sur Nantes, à Carquefou. On fabrique des pièces, automobiles, pour l'industrie automobile, alors pas qu'en France, c'est un groupe international, basé en Suède. Le quartier général de notre division est à Carquefou, et voilà, on opère, sur, tous les continents, pour délivrer nos clients automobiles, au plus près. Alors ça me parle beaucoup, moi j'ai été responsable RSE de PSA Peugeot Citroën, jusqu'en 2008, donc effectivement ça me parle, Trellborg. Ouais. Voilà, et donc lui et même aussi, forcément. Cette présentation, donc on vous a préparé, nous ce qu'on voudrait, c'est vraiment mettre l'accent sur le retour d'expérience, hein, c'est bien le but de ce webinaire. Et donc bon, on va commencer quand même par un petit cadrage, mais qu'on va essayer de faire rapidement, aussi bien en contexte réglementaire, en champ d'application, voilà, pour que vous ayez bien en tête le cadre de la CSRD, le chemin proposé, et puis voilà, vraiment, on va aller dans les clés, pour y arriver, nous, de notre retour d'expérience, virtuelle, d'accompagnement, de cette CSRD depuis plusieurs mois là maintenant. Et puis, en témoignage pour Régis. Alors, contexte réglementaire, je vais aller très vite. Juste, l'acronyme CSRD, hein, Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est une réglementation qui décrit les obligations de publication d'informations complémentaires au reporting financier. Alors, on parlait avant d'extra-financier, maintenant on va parler de rapport de durabilité, mais il faut bien avoir en tête que c'est au même périmètre que les données financières et que normalement ça doit même être présenté en même temps au conseil d'administration ou à l'instance de gouvernance, et quoi qu'il en soit, en publication également. Donc ça, c'est pour toutes les entreprises opérant dans l'Union européenne, donc y compris des groupes qui seraient extra-européens de siège, mais qui auraient des activités. Mais ça, effectivement, Alexandra nous en parlera tout à l'heure. Voilà, je voulais juste revenir sur vraiment, l'intention du législateur, hein, en lien, avec le Green Deal européen, puisque la CSRD en fait partie. C'est prenant la mesure d'une urgence écologique, sur 6 grands thèmes, hein, qui sont évidemment, le changement climatique, atténuation et adaptation,
la raréfaction de ressources, la protection de l'eau et la lutte contre les pollutions et la préservation des écosystèmes, hein. Prenant cette mesure-là, et il s'agit d'accélérer la transformation de toute l'économie et en l'occurrence des entreprises, puisque le plus gros impact est là quand même. Et donc pour ça, 2 voies qui sont développées en parallèle, orienter massivement les financements vers des entreprises qui se transformeraient. Donc ça, c'est ce qu'on c'est la NFRD, je veux bien l'ensemble de Ah, merci. Ça, c'est la, SFDR, pardon. Et derrière, on va aller chercher la critérisation des activités, donc c'est la taxonomie verte qui est derrière. Et d'autre part, inciter les entreprises à travailler leur durabilité, hein, évidemment en impliquant la gouvernance puisque c'est un sujet stratégique et en intégrant la chaîne de valeur puisqu'il n'y a pas de sens à se transformer sans transformer la chaîne de valeur. Il n'y a pas de durabilité d'entreprise dans ce cadre et donc ça, c'est la CSRD, donc avec en parallèle des directives qui se développent actuellement sur l'encadrement du greenwashing pour essayer, de différencier les entreprises qui s'engagent réellement. Et vous avez aussi entendu parler, mais là on ne va pas en parler aujourd'hui, du devoir de vigilance également qui vient, contraindre les entreprises à avoir une vigilance raisonnable sur leur chaîne de valeur, sur les questions des droits humains et d'atteintes graves à l'environnement. Et voilà, le triptyque SFDR, CSRD et CSDDD, il est bien là. C'est vraiment, j'ai plus j'ai plus de diapo, c'est pas grave. Hem, c'est d'inciter On les entreprises on a aussi à perdu les diapos. ouais, Je repartage du coup. la philosophie derrière, elle est bien là, hein, elle est de se dire, on a besoin de financement, pour assurer cette transformation. Les financements publics ne suffiront pas, mais pourtant les financements publics donneront lieu également à une conditionnalité des aides, hein, qui sera adossée à la CSRD à terme, comme c'est déjà le cas sur le bilan carbone pour les entreprises qui y sont assujetties. Et finalement, les financements publics ne suffiront pas et il faut orienter massivement les financements privés vers les entreprises qui se transforment. Et c'est bien un enjeu de financement d'entreprise qui est derrière, avec des taux préférentiels bancaires, avec de l'attractivité des fonds liés à la CSRD, et cetera. Donc vraiment, je voulais partager avec vous cette intention du législateur pour ne pas passer à côté de ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est vraiment un questionnement de la durabilité. Alors, concernant le champ d'application, on va avoir une deuxième question, du coup, vu qu'il y avait la question test, à vous poser en direct. Je te laisse la poser, Anne. Alors, moi, je ne vois pas la question. Et oui, elle est apparue. Elle est apparue, Je ne vois pas les réponses non plus. Elle est trop bien. La question est apparue, ça marche. Ah pardon, la question. Il faut que je lise la question. Là, au fait, en effet, là, on commence à avoir pas mal de réponses. Si je veux faire le débriefing en direct, la majorité, 24% à ce jour n'est pas soumise à la CSRD, mais concernée par rapport à des attentes de parties prenantes. Nous avons aussi une proportion importante d'une filiale d'une organisation soumise à l'obligation de reporting. Voilà en direct le résultat du sondage. Bon, super, ça va me permettre d'orienter légèrement mon propos finalement par rapport aux prochaines slides. Donc, pour les personnes qui ne sont pas soumises mais concernées, restez, parce qu'on ne vous oublie pas dans les slides qui viennent. Concernant les entreprises qui vont devoir publier obligatoirement leur rapport de durabilité, dans un premier temps, les premières concernées vont l'être sur l'exercice 2024 dans un rapport publié en 2025, donc ça va venir très très vite. Mais c'est les entreprises qui étaient déjà soumises à l'exercice de DPEF, donc qui connaissaient cet exercice. Il faut savoir que la plus grosse marche, le plus grand nombre d'entreprises qui vont être concernées, finalement, ça sera à partir de 2026 sur les données 2025, parce qu'on va élargir le périmètre, comme vous pouvez le voir,
Avant, il fallait 25, enfin, plus de 500 salariés et 25 millions d'euros de bilan ou de et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, il faudra remplir 2 des 3 seuils, donc ça va augmenter comme ça. Et puis, on va surtout inclure les SAS qui n'étaient pas jusqu'à présent dans le périmètre de reporting. Et comme on vous disait, donc ça ne va pas concerner uniquement les entreprises qui vont être basées en Europe par leur siège, mais plus tard, du coup, les entreprises qui seront cotées en Europe et enfin celles qui opèrent en Europe en dépassant un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. Donc, l'idée, c'est vraiment d'embarquer l'ensemble des acteurs économiques qui travaillent en Europe dans ces sujets-là. Il faut savoir que par rapport au contexte des entreprises, il est exigé que l'ensemble des entreprises qui remplissent ces critères publient ce rapport de durabilité, mais il y a des exemptions quand on est filiale d'un groupe qui publie un rapport de durabilité consolidé. On n'est pas obligé de publier son propre rapport, même si ça peut avoir un intérêt pour plein de raisons, parce qu'on est dans un groupe avec des activités diverses, parce que on a des clients qui ont des attentes particulières. Mais en tout cas, pour les entreprises qui font partie d'un groupe qui publie leur propre rapport de durabilité, il n'y a pas d'obligation de publier le sien. Alors, je me permets, je commence à avoir des questions dans le chat. On va laisser Alexandra finir, pour rappel, toute la présentation et je poserai les questions du chat à Alexandra pour que vous ayez les réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions au fur et à mesure de l'intervention d'Alexandra et puis on posera tout ça à la fin. Et donc, pour vérifier si vous êtes concerné, parce que l'étude commence à dater de mars 2024, mais il y avait encore un tiers des entreprises qui ne savaient pas si elles seront soumises à la CSRD. Le gouvernement a sorti un outil qui ne sert pas uniquement pour la CSRD, mais pour décrire l'ensemble des obligations qui s'appliquent à une entreprise. Il vous suffit de rentrer votre numéro de sirène et ça va ressortir l'ensemble des obligations qui s'appliquent à vous. Donc, ça peut être un outil assez intéressant et au-delà de l'exercice de la CSRD. En tout cas, sachez que le nombre d'entreprises qui vont être soumises à l'exercice de rapport de durabilité va être multiplié par 5 en Europe par rapport aux élargissements de périmètre qui ont été mentionnés avant et atteindre 50 000 entreprises qui sont directement soumises à l'obligation, mais qui doivent aussi embarquer leur chaîne de valeur. Donc, on va dire que les chances d'être concernées d'une manière ou d'une autre vont être assez importantes dans les années à venir. Et pour les personnes qui ne sont pas soumises, il faut savoir que potentiellement, la CSRD va vous impacter par ricochet. Premièrement, parce que ça va devenir un nouveau référentiel de la RSE. Jusqu'à présent, le référentiel international qui faisait foi, c'était l'ISO 26000. Il s'avère que les acteurs financiers rentrent de plus en plus dans ces sujets-là. Et on va retrouver à la fois le référentiel de la CSRD, mais aussi sa version américaine, plutôt anglo-saxonne, qui est l'ISSB, qui est la déclinaison IFRS de ces sujets-là. Et finalement, on se rend compte que ça peut impacter à la fois la stratégie RSE des entreprises qui ne sont pas soumises parce que, par exemple, pour prioriser ces enjeux RSE, on a une nouvelle méthodologie qui est approuvée par la CSRD, qui est la double matérialité, qui pourra amener une entreprise qui a déjà travaillé sur ces enjeux à les re-questionner avec ces nouveaux critères. Et puis, il s'avère que l'exercice de rapport de durabilité vous incite à vous projeter en trajectoire. Donc, en plus de revenir sur l'année précédente, à donner des objectifs et des moyens, à communiquer sur les objectifs que vous fixez, les moyens que vous allez mettre en place. Ce qui fait qu'une stratégie RSE, aujourd'hui, sera renforcée, en tout cas, sa crédibilité sera renforcée par le fait que les objectifs et les moyens pour y arriver vont devenir une norme, parce que plus de 50 000 entreprises vont les publier. Et puis, si jamais vous êtes soumis, mais que vous n'êtes pas soumis, mais que vous publiez un rapport RSE, forcément, cette nouvelle directive va influencer les pratiques. Concrètement, il y a un vocabulaire, une dénomination des enjeux qui va être commune et de plus en plus utilisée, donc qui potentiellement peut vous amener à faire évoluer à la marge votre reporting. La CSRD introduit aussi des indicateurs de référence qui peuvent aussi vous amener à réfléchir sur l'alignement de votre rapport actuel avec ces indicateurs qui vont devenir finalement ceux qui vont être demandés par vos donneurs d'ordre. Et puis, il va falloir dépasser la rétrospective et commencer à se projeter par rapport aux trajectoires qu'on mentionnait avant.
Alors, il faut savoir si vous êtes une PME qui n'est pas soumise et qui recherchez potentiellement à aligner votre démarche avec la démarche de la CSRD. Un guide a été publié par l'EFRAC, qui est l'organisme qui traduit la loi finalement en référentiel, qui va s'adresser plutôt aux petites et moyennes entreprises et qui va extraire 5 indicateurs qualitatifs, concrètement, hein, les indicateurs qualitatifs, c'est de la description de ce que vous pouvez mettre dans votre rapport en introduction, donc en parlant de modèle d'affaires, d'enjeux matériels de durabilité qu'on va réaborder ensuite. Et puis, il va lister 20 indicateurs, donc qu'ils appellent basiques, donc c'est des indicateurs qui peuvent s'appliquer à l'ensemble des entreprises, et 10 indicateurs business partners. Pourquoi c'est intéressant d'aller regarder particulièrement ceux-là? C'est parce que ça va devenir un peu le référentiel pour les acteurs financiers et aussi pour les grands donneurs d'ordre, de se dire que c'est dans cette liste d'indicateurs qu'ils vont aller piocher pour pouvoir faire des demandes à l'ensemble de leur chaîne de valeur. Donc ça peut être intéressant d'aller les regarder pour savoir à quel point vous êtes aligné et pour anticiper de futures demandes. Et puis, on va parler d'effet cascade, hein, finalement, parce qu'on parlait de l'embarquement de la chaîne de valeur dans l'exercice de reporting. Si vous faites partie de la chaîne de valeur des entreprises soumises, il faut savoir qu'il y a quand même une priorisation qui va être appliquée. Donc concrètement, si vous êtes un fournisseur stratégique de rang 1 d'une entreprise soumise, vous risquez d'être impliqué assez rapidement. Si vous êtes un fournisseur de rang 10 d'une entreprise et que vous n'êtes pas forcément stratégique, ces demandes vont peut-être arriver plus tard. Et donc, l'idée, c'est que ça va concrètement modifier certains indicateurs. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, par une obligation légale, s'interrogent sur l'empreinte carbone de leur activité. Là, on va amener à tendre vers une empreinte carbone produit qui va permettre à chaque acteur d'évaluer l'empreinte carbone de sa chaîne de valeur. Vous allez sûrement être questionné pour les plans de vigilance, que ce soit sur la corruption, les droits humains, les due diligence qui vont être appliqués à la chaîne de valeur. Et potentiellement, si vous êtes très stratégique et représentant un fort impact, embarqué dans les actions de ces entreprises. Vous pouvez être aussi concerné si jamais les financements externes, que ce soit les banques, les subventions aussi, parce qu'il faut savoir que les acteurs publics sont soumis aux mêmes règles de la SFRD quand ils empruntent, ou si dans votre secteur, l'assurance est critique. Concrètement, ils vont vous demander des indicateurs pour répondre à leurs propres obligations mentionnées par Cécile juste avant. Et aussi, on se rend compte que particulièrement dans le secteur assurantiel, se poser ces questions leur a fait prendre conscience de l'importance des risques qui sont associés aux enjeux de durabilité et qui les intègrent de plus en plus, hein, particulièrement l'exposition au changement climatique, dans leurs relations contractuelles. Et enfin, comme on disait, hein, les référentiels évoluant, vos parties prenantes, donc que ce soit vos collaborateurs, les candidats ou vos clients, si vous êtes dans le B2C, vont être habitués à avoir de plus en plus de données. Et puis, si vous faites partie de notations extra-financières, si vous avez un label, tous ces acteurs vont aligner finalement leur référentiel à ces nouvelles exigences. Et donc, vous pourriez être impacté par ricochet. On va rentrer dans le chemin proposé par la CSRD. En fait, comme je vous l'ai dit, hein, compte tenu de l'intention du législateur de faire en sorte que toutes les entreprises questionnent leur modèle économique pour prendre conscience des fragilités qu'il comporte et donc le transformer, la CSRD, à travers, je vais en reparler tout à l'heure, les ESRS, donc les standards de reporting, propose un chemin. Et donc ce chemin, il est d'abord réfléchir aux impacts et dépendances du modèle d'affaires et donc des impacts qui peuvent être sur l'enjeu et sur l'environnement. Évidemment, la compatibilité du modèle d'affaires avec les limites planétaires, sur des sujets sociaux et la compatibilité avec les fondamentaux sociaux, mais également des sujets sociétaux et éthiques liés à chaque type finalement de métier. Et enfin, de se poser également la question de la manière dont on impacte les parties prenantes. Il y a des parties prenantes qui peuvent effectivement pâtir de l'activité de l'entreprise et donc d'en prendre conscience, puisque a priori, c'est pas soutenable. Et ce faisant, donc en listant ces dépendances, ces impacts et ces dépendances, finalement, de prendre conscience également qu'il confère un risque sur les activités, hein, ou
pourquoi pas des opportunités de transformation. Là où il y a un risque, il y a souvent une opportunité d'être en avance finalement et de se différencier. Voilà. Donc ça peut être des risques. Tu parlais tout à l'heure, Alexandra, du fait qu'il y a beaucoup de questionnements sur la chaîne de valeur en ce moment sur l'adaptation au changement climatique. Ou sur la réussite de trajectoires d'atténuation qui sont là aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et dans ce cadre-là, beh, on peut prendre conscience qu'on a un fournisseur stratégique qui est basé à un endroit qui est très soumis à des risques physiques, environnementaux, et que bah, soit il va falloir le doubler, soit l'inciter, enfin le doubler, diversifier l'appro, soit l'inciter à sécuriser lui-même. Et en tout cas, il y a vraiment une mise en place de dialogue actuellement sur une fois qu'on identifie des sujets de non-durabilité ou de fragilité, on va dire, d'aller chercher à combler les risques et d'autre part, à aller chercher les opportunités. Donc, c'est vraiment le chemin proposé par la CSRD, hein, de challenger la durabilité des modèles économiques et plus globalement, suspense. Voilà, la première chose, c'est quand même d'expliciter le modèle économique, la chaîne de valeur, les parties prenantes. Il faut vraiment bien comprendre comment l'entreprise crée de la valeur et ses dépendances. Je vais prendre un exemple, une entreprise qui est dans le domaine agricole, elle peut ne pas consommer d'eau, mais le fait que les agriculteurs sont, eux, très dépendants de l'eau, bah, crée de fait une fragilité pour l'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment prendre conscience de l'ensemble du modèle économique, des impacts de l'entreprise et dans ces impacts, les évaluer pour essayer un peu les hiérarchiser. Voilà, d'analyser ce lien aux enjeux de durabilité sur la question des impacts et des risques et opportunités, et cette fois risques et opportunités financiers, c'est-à-dire l'évaluation financière de ce que les enjeux de durabilité peuvent faire porter comme risque ou comme opportunité pour l'entreprise. Et tout ça, ça permet de prioriser. Donc c'est l'analyse de double matérialité, hein, donc on y reviendra tout à l'heure, donc je ne m'étends pas, moi c'est juste pour vous donner la big picture. À partir de là, ben, on essaye de se dire pour les enjeux les plus significatifs, ce qu'on appelle dire les enjeux matériels, on va faire une analyse des écarts, ce sur quoi on a des données, ce sur quoi on n'a pas de données, ce sur quoi on a un engagement stratégique et ce sur quoi on n'en a pas, pour ben, finalement aller écrire, aller travailler tous ces sujets de durabilité. Non pas parce que enfin, vous pouvez le faire pour des raisons de conformité, mais notre préco, c'est vraiment de le faire parce que finalement, ces sujets qui ont été soulevés à travers l'analyse de double matérialité sont des sujets de fragilité pour l'entreprise ou d'opportunité. Donc, se dire qu'en face de ces sujets, on va aller mettre une stratégie, une politique, un objectif, une trajectoire, un plan de transition, c'est quand même du bon sens. Et puis mesurer et collecter des indicateurs. Et puis ensuite, bah, le reporting, je ne vais pas m'étendre non plus parce que l'idée là, c'est de faire la big picture. Bah, il s'agit de publier les travaux que vous avez menés jusque-là. Donc finalement, il faut peut-être aussi démystifier, même si c'est du travail et qu'il faut s'y mettre sérieusement, il faut plutôt peut-être démystifier la CSRD, me dire bah, finalement, c'est un chemin qui est proposé et qui est plutôt un chemin de bon sens vu la vitesse des transformations à venir. C'est important que les entreprises se questionnent sur ces points. Ah, il y a une deuxième question. On a une question à vous poser du coup. Tac. 19,8. Alors, on a vraiment une majorité d'une seule activité pour l'instant, à plusieurs activités, mais sur une même chaîne de valeur également. Et un petit peu de plusieurs activités proches sur une chaîne de valeur différente. Donc, pourquoi on vous a posé cette question? Parce qu'il y a quand même dans cette réflexion à avoir beaucoup de pertinence. Sinon les résultats seront pas du tout utiles à la stratégie. Et donc, dans cette question de la pertinence, si vous avez plusieurs activités sur une même chaîne de valeur, bah, de fait, vous allez faire l'analyse sur une même chaîne de valeur et donc l'ensemble des activités pourront être couvertes par une matérialité. Si vous êtes sur plusieurs chaînes de valeur, attention à bien prendre en compte les différentes chaînes de valeur dans votre analyse de durabilité
Et puis alors, si vous êtes sur plusieurs activités, sur plusieurs chaînes de valeur, là, ma préco, c'est quand même de faire plusieurs analyses de matérialité, parce que finalement, vous n'allez pas rapporter sur la même chose et ça risque d'être compliqué, derrière de ne pas séparer les choses dans votre réflexion. Voilà, donc ce chemin dont je viens de vous parler, hein, il est décrit par les ESRS, donc c'est les standards de reporting, européens. Et donc, je rentre pas dans les détails, hein, on dit qu'il y a 1184 data points, mais voilà, on calme le jeu. L'idée, c'est quand même de rapporter uniquement sur les sujets qui sont matériels. Et donc finalement, bon, certes, il y a des données communes, mais sur l'environnement, le social, sociétal et gouvernance et éthique, c'est à l'issue de l'analyse de durabilité, l'analyse de double matérialité, que l'on sélectionne les données qui sont pertinentes. C'est pas, on ne rapporte pas sur 1184 data points. Et j'avais vu une question tout à l'heure, hein, c'est effectivement l'acte délégué en français existe, hein, il est en annexe 1, les ESRS sont décrits dans l'acte délégué. Il existe en français, la traduction n'est pas super, mais mais il existe et j'ai vu que dans le chat, il y avait eu une réponse. Donc merci pour ce qui a répondu. Les enjeux de durabilité, quels sont-ils? Pardon, je vais y arriver. Vous allez retrouver ici sur l'environnement les 6 objectifs. Alors, il est noté que 5 parce que changement climatique, il y a atténuation et adaptation, mais vous allez retrouver les 6 objectifs environnementaux dont je vous ai parlé au tout début. Sur social et sociétal, vous allez retrouver ce qui est propre à l'entreprise, c'est-à-dire les travailleurs de l'entreprise, mais aussi les travailleurs de la chaîne de valeur, mais ça c'est dans la réflexion, comme on l'a dit, hein, de se dire on réfléchit sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Les communautés touchées, donc c'est le lien à la société, hein, finalement, société en tant que riverain, en tant qu'évolution sociétale, quoi qu'il en soit, et de manière séparée, les consommateurs et utilisateurs des produits que vous produisez. Et une partie gouvernance et éthique qui porte notamment tout ce qui est prévention de la corruption, relations avec les fournisseurs et notamment achats responsables et des choses plus spécifiques, hein, comme le bien-être animal. Voilà. Une question. Alors 2 questions de suite là pour le coup. 19. Comment la gouvernance est impliquée dans le projet? Ah. C'est passé très vite à la suivante. Mais on peut retrouver normalement la question dans la conversation si vous Ah n'avez pas d'accord. eu le temps de Merci. répondre. Je fais partie de ceux-là. Ah mais on peut plus répondre. On n'aura pas la réponse sur les les parties prenantes, sur la gouvernance. Pourtant, celle qui t'intéressait le plus. Bah oui, c'était celle qui m'intéressait forcément. Mais celle des parties prenantes est intéressante aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, j'ai de la Voilà, donc je ne vais pas réagir sur la gouvernance. objection. Bon, on saura qu'il ne faut pas faire deux questions de suite. Je vais avancer. Alors, j'ai pas la réponse, j'ai pas les chiffres qui s'avancent sur le Alors, Cécile, je te donne les chiffres en Ouais. direct. Donc les parties prenantes sont-elles impliquées dans votre gouvernance? À 49 les participants n'ont pas lancé le projet. Mmh. Et sur la deuxième réponse, il y a 19 qui, ont dit oui pour définir les enjeux qui comptent. Donc on va dire qu'il y a une grande majorité qui n'ont pas lancé le projet de questionnement de leurs parties prenantes et que 23 maintenant, ça diminue au fur et à mesure, les gens répondent. Et 7 qui disent, elles le seront plus tard. N'hésitez pas à répondre là, parce qu'on a Très bien. 88 participants au webinaire et on a 40 réponses. Donc, n'hésitez pas à répondre pour qu'on voit aussi un petit peu votre maturité sur ces sujets-là. Après, ça va vite.
Oui, voilà, Les ça gens va. n'ont pas obligatoirement le temps de de Donc répondre. Donc, merci de vos réponses. Ce qui est inclus dans la CSRD, hein, c'est qu'il y a quand même des indicateurs sur la manière dont vous impliquez la gouvernance, donc c'est des indicateurs qualitatifs. Et le fait qu'il y ait des indicateurs qualitatifs sur la manière dont vous impliquez la gouvernance, finalement, c'est une incitation à impliquer la gouvernance. Et en même temps, c'est évident puisque la gouvernance, son rôle, c'est l'engagement stratégique de l'entreprise, hein, l'orientation de la stratégie, le suivi d'exécution et la responsabilité des données qui sont partagées aux parties prenantes. Donc on est dans le cœur du rôle, de la gouvernance, hein, vraiment. Donc c'est très important évidemment d'impliquer la gouvernance et donc les indicateurs, je vais pas rentrer dedans, mais en fait, globalement, la CSRD vous demande la manière dont vous impliquez la gouvernance. Si la gouvernance est pertinente sur ces sujets-là, c'est-à-dire si elle a été formée, au sujet ESG. Et puis d'autre part, même si elle a des incitations, de type rémunération par variable ou autre, qui sont reliées aux enjeux de durabilité, hein, donc vous voyez que ça va assez loin. Et puis ensuite, à quelle étape elle a été impliquée, dans l'établissement du rapport de CSRD et l'exigence de publication, enfin, pardon, la dernière, hein, qui est, sur la manière dont c'est intégré dans la gestion des risques, dans la cartographie des risques, de l'entreprise et les systèmes de contrôle interne pour aller vérifier, la fiabilité finalement des données qui sont remontées à travers la CSRD. Donc vous voyez que ça va quand même un peu, enfin loin, mais c'est normal puisque c'est le rôle de la gouvernance, comme je l'ai dit juste avant. Sur les parties prenantes, il n'y a pas d'obligation à impliquer les parties prenantes, mais là aussi, c'est une forte recommandation, hein, puisqu'il y a aussi des indicateurs sur la manière dont, les parties prenantes sont impliquées. Donc je l'ai dit, les parties prenantes sont parfois impactées par l'activité de l'entreprise et donc, en soi, c'est un critère de durabilité que de prendre en compte, l'impact sur les parties prenantes. Mais d'autre part, les parties prenantes, elles aussi, ont des impacts. Elles ont elles-mêmes des risques, et dépendances. Et puis on a, des attentes, qui sont liées aux impacts qu'on a sur ces parties prenantes. Donc finalement, pour ces 3 raisons-là, c'est vraiment intéressant de rentrer en contact avec ces parties prenantes, pas juste pour valider l'analyse de double matérialité, mais bien pour creuser, les impacts, les risques et opportunités qu'on n'a pas forcément vus et dont elles sont détentrices et qui pourraient pour autant, vous impacter. Donc, bien sûr, donc la première chose, c'est de les rencontrer pour approfondir, donc connaître leurs impacts, leurs risques et leurs enjeux. Les consulter autant que possible sur l'analyse de matérialité, voire même, dans les échanges actuellement avec les parties prenantes, on leur demande, enfin, on fait des échanges de double matérialité pour pouvoir, consolider, en fait, l'ensemble de la chaîne de valeur et ça va s'accroître et puis, pourquoi pas, identifier des synergies puisque finalement, on a des fragilités communes. On peut tout à fait se dire: «Allez, on y travaille ensemble et on accélère la transformation». Et donc l'idée là, pour cette dernière partie, plus théorique, ça va être de rentrer dans le concret, comment on y va finalement? Donc là, on vous a mis, la description du process un peu plus détaillée, par rapport à ce que Cécile vous avez montré. Je vais faire seulement quelques focus, hein, on ne va pas tout décrire. Donc le premier focus, c'est sur l'analyse du contexte. C'est souvent une étape, qui n'est pas forcément beaucoup décrite, mais qui est très importante et qui fait d'ailleurs partie des critères qui seront vérifiés, par, les auditeurs sur, bah, c'est quoi votre modèle d'affaires? Qui sont vos parties prenantes? Quels sont vos modes d'interaction? Comment vous prenez en compte, vos impacts sur elles, leurs intérêts et leurs attentes? Donc c'est quelque chose, qui, en soi, nous, par retour d'expérience, on se disait que ça va être un détail, ça va être assez facile. Mais finalement, ça amène à se poser des questions assez intéressantes sur qui vous êtes aujourd'hui, qui vous avez envie d'être demain et comment vous allez pouvoir identifier vos dépendances à travers cet exercice. Ensuite, l'idée, c'est aussi de se dire que c'est par rapport au timing. En fait, faut savoir qu'une fois que vous avez, finalement défini vos enjeux matériels, ça vous donne la liste des indicateurs que vous aurez à produire et si jamais vous êtes soumis en 2026 sur, l'exercice 2025, ça voudrait dire qu'idéalement, il faudrait commencer à collecter vos indicateurs en janvier. Donc c'est pour ça qu'on recommande en général à nos clients d'être arrivés à l'étape 3, à la fin de l'année, 2024. Après, il s'avère qu'il y a, voilà, il y a la théorie et les choses parfaites et la réalité, mais en tout cas, pour être confort dans l'exercice, il est pas mal d'avoir déjà lancé sa matrice de double matérialité, sachant que les étapes 2 et 3 peuvent être menées ensemble.
Et puis, comme vous voyez, finalement, la construction du rapport, ça arrive à la fin. Alors, ça prend effectivement 3 à 6 mois, mais c'est l'aboutissement d'un process bien plus long. Et l'étape 4, finalement, qui est de recaler ses stratégies, de définir ses trajectoires, est celle qui prend le plus de temps parce qu'elle va avoir un intérêt stratégique pour l'entreprise. Donc, on avait 2 questions. Alors, je ne sais pas comment on fait, on en fait une. Ouais, ça va pas marcher tout à l'heure. Qui est en charge du projet dans votre organisation? Pour celles qui l'ont lancé, parce que j'ai entendu qu'il y en avait la moitié qui n'avaient pas encore lancé le projet, donc on peut peut-être passer un peu rapidement sur cette question. Maintenant, on est obligé de répondre. Je laisse un petit peu de temps quand même Oui, entre les 2, d'accord. Alexandra. Ça peut être intéressant, il peut y avoir des nouvelles personnes en charge de la RSE, mais qui n'ont pas encore commencé à structurer. Bah, Une nouvelle casquette. la réponse. Alors, donc là, j'ai 30 réponses sur 86 participants et ce qui dessine la tendance, qui est en charge du projet? C'est la RSE, on va dire, et la QSE. En effet, souvent, dans les entreprises industrielles, les personnes en charge de la QSE, prennent cette casquette de la RSE, en plus. Mmh. Et 6 une ressource à recruter, 6 la finance et le juridique. Voilà les résultats sur 33. Donc est-ce que tu veux que je lance la deuxième question? Oui, vas-y. Oui? Alors, donc la 6e question, c'est qui contribue au projet justement, dans votre organisation? Donc là, c'est au-delà du pilote, hein. Finalement, c'est qui vous avez impliqué. Mmh. En général, on a une équipe, un peu plus élargie qu'un seul pilote. Je veux bien les tendances parce que je vois toujours pas les réponses. Non, non, mais attends, j'attends un petit peu parce qu'au fait, je trouve que c'est une question très importante et tu vas l'expliquer, Alexandra. De se dire, en fait, c'est sur ce projet d'engager l'entreprise sur sa stratégie de durabilité et sur ce fameux reporting de durabilité, quoi, tu vas le dire, c'est très important d'impliquer plusieurs personnes et qu'il n'y ait pas juste la personne en charge de la RSE qui Tu me donnes s'occupe la de ce sujet-là. Alors, Tu vas influencer les résultats. Alors, je te dis les réponses. Donc, sur 41 réponses, on est toujours sur beaucoup de gens qui n'ont pas encore lancé le projet à 36%. Et l'autre point, donc ça c'est bien, c'est intéressant, il y a un comité dédié à 29%. Ou chaque service sur une partie, 17%. Oui, Voilà. ouais, c'est ce qu'on voit, hein, finalement. Là, je vous ai mis les résultats d'une étude du C3D, donc du Collège des directeurs du développement durable. Il faut quand même savoir que c'est sur des entreprises très grandes qui font plutôt 1 milliard de chiffre d'affaires parce que c'est celles qui sont les premières soumises, donc ont le plus de retours d'expérience. Mais on se rend compte que finalement, aujourd'hui, c'est majoritairement la RSE qui pilote le projet et après vient en second un copilotage. Et ce qui est intéressant, c'est quand on demande ces jours-là qui devrait le piloter, on retrouve beaucoup plus la finance finalement. Et ça se justifie par rapport aux obligations, mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment nous, notre recommandation, c'est de se dire que c'est un projet d'entreprise et donc que finalement, plusieurs services vont y participer, à la fois par la variété des données qui sont à publier, mais aussi parce que ça devient un projet d'entreprise. Et puis un copilotage RSEDAF, c'est quand même pas mal. C'est l'idéal. C'est quand même assez idéal. En gros. Donc concrètement, là, on va vous montrer quelques exemples de résultats pour la double matérialité, puisqu'on vous en parle depuis tout à l'heure, mais là, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans voilà, ce que ça donne. Donc, vous allez voir, il n'y a pas le format de restitution n'est pas imposé par la réglementation. Donc, on va retrouver plutôt chez les acteurs français le modèle qui était déjà connu dans les analyses RSE d'une matrice de double matérialité. Donc là, je vous ai mis celle d'Orange qui va classer finalement les sous-sujets des ESRS, parce qu'il y a des grands sujets et des sous-sujets, dans une matrice avec une différence par rapport aux démarches RSE. Ici, on ne prend pas que, ce ne sont pas matériels uniquement les enjeux qui sont en haut à droite, donc matériel d'un point de vue de l'impact et du point de vue financier, mais on peut avoir un ou. Donc, c'est-à-dire qu'un enjeu qui représente que des risques et opportunités ou que des impacts peut devenir matériel.
Pour mieux l'illustrer, on a aussi cette version donc, qui est recommandée par les FRAG, hein, de se dire, bah voilà, ça permet d'identifier à la fois les enjeux qui sont matériels des deux points de vue et que de l'un ou de l'autre. Et enfin, on voit, c'est la pratique la plus répandue dans les reportings qui sont déjà sortis à ce format-là, un format plutôt de tableau qui permet de rentrer plus dans le détail parce qu'on a envie finalement de savoir si un enjeu il est matériel et comment et peut-être de quelle intensité par rapport aux risques et opportunités. Donc ça peut aussi être une façon. Donc l'idée, c'est de se dire que le résultat, il n'est pas normé, c'est plutôt la démarche et c'est à vous de choisir ce qui correspond le mieux à vos besoins. Et enfin, pour conclure, ça sera des petits conseils par rapport à notre retour d'expérience. Finalement, c'est quoi la première étape pour tous ceux qui n'ont pas encore lancé le projet? Eh ben, c'est de définir les rôles et le rétro-planning, hein. Vous avez vu, c'est un projet de long terme qui va impliquer différents acteurs et c'est une phase qui est très importante pour garantir la pertinence de l'exercice. C'est aussi de voir tout ce qui existe déjà. En fait, on a en France un certain nombre de réglementations qui existent déjà. Par exemple, les données sociales, c'est des choses que vous allez majoritairement avoir, alors peut-être à régler à la marge. Les données liées au bilan carbone de l'activité, les données sur les déchets si vous êtes dans une activité réglementée. Vous avez déjà pas mal de choses. Donc, c'est quand même intéressant de voir ce que vous avez déjà pour pas se lancer du point de vue zéro. Et puis, on va dire que si jamais vous n'avez pas encore fait votre bilan de gaz à effet de serre, vous pouvez déjà lancer l'exercice, hein, parce que le CRSE1 est celui qui sera pour sur matériel. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, commencez à lancer les réflexions sur les trajectoires climat. Donc, se dire, voilà, aujourd'hui, j'émets tant de gaz à effet de serre, mais en 2030, en 2050, combien j'en émettrai et comment je vais arriver à le réduire. Ce qu'il ne faut pas oublier, donc c'est la chaîne de valeur. Souvent, nous, on entend ah bah moi, cet impact, il n'est pas chez moi, il est chez mes fournisseurs. Oui, mais du coup, il est dans votre chaîne de valeur, donc il est à prendre en compte dans vos réflexions, dans votre analyse, surtout des impacts. La formalisation des trajectoires, donc ce qu'on dit depuis le début, revenir sur l'année passée ou les 2 années passées n'est plus suffisant. On vous demande de commencer à travailler sur ces trajectoires-là. Et puis finalement, de garder bien la traçabilité de l'ensemble de vos process, parce qu'en bout de chaîne, où on vous le recommande plutôt à différentes étapes clés, vous allez avoir un auditeur qui va venir vous demander comment vous avez fait, sur la base de quels critères et de les justifier. Et donc finalement, c'est important à chaque fois de bien garder des comptes rendus, des tableaux qui vous permettent de pouvoir garder la traçabilité de ça, à la fois pour l'auditeur, mais aussi parce que c'est un exercice itératif que vous serez amené à reproduire et que c'est important de garder finalement les critères de décision pour pouvoir les faire évoluer. Et puis, si on avait 3 derniers conseils, l'idée, c'est de se dire que, effectivement, ça fait peur quand on voit qu'il y a plein d'indicateurs à produire, mais on se rend compte que de plus en plus, on a des systèmes d'information qui permettent de les automatiser. Et nous, on va vous conseiller d'aller vers ces solutions parce qu'il faut du temps pour faire tout le reste et que finalement, c'est le reste qui va créer de la valeur pour votre entreprise et pas de calculer des indicateurs. Donc, il faut penser à travailler avec les systèmes d'information, hein, qui sont les nouveaux acteurs avec qui on travaille de plus en plus à la RSE et c'est très intéressant. Gérer les niveaux de complexité et prioriser. Vous allez voir, si vous prenez l'exercice et vous vous dites: «Je veux le faire parfaitement du premier coup», ça peut faire très peur, et l'idée, c'est pas de se dire, voilà, ça rejoint le troisième conseil, c'est pas de se dire qu'il faut que le premier rapport soit absolument parfait. Tout le monde sait que c'est quelque chose de nouveau. Mais par contre, ce qui est attendu, c'est que vous soyez transparent sur les sujets que vous maîtrisez, que vous ne maîtrisez pas et que vous disiez: «Bah, voilà, ce sujet, je sais que j'ai un problème, ou que j'ai un enjeu, je ne le maîtrise pas et je m'engage à le traiter dans 1, 2, 3 ans». Et sur le niveau de complexité, en fait, c'est valable aussi en interne. Vous allez avoir un comité dédié qui va rentrer dans ce niveau de complexité, qui va en avoir conscience. Par contre, sur les acteurs qui vont intervenir plus ponctuellement, c'est important, voilà, de ne pas travailler sur des tableaux Excel qui ne donnent pas du tout envie, mais potentiellement, il y a des moyens pédagogiques de les impliquer. Et puis, de communiquer en fonction du degré d'opérationnalité, soit que sur les conclusions, soit sur les détails de l'analyse, mais de pas, voilà, révéler tous les backstage, de votre projet à tout le monde parce que sinon ça peut clairement créer de la démotivation ou faire tellement peur que les gens ne vont pas réussir à rentrer dans le sujet. On avait une dernière question. C'est de réponse libre. Oui, et donc normalement vous avez un nuage de points, là l'idée c'est vraiment de partager entre vous pour savoir,
Non, je réponds pas, sinon je La question, c'est pour ceux qui ont lancé le projet, quels sont vos principaux défis? Alors, pour le moment, je n'ai pas de réponse. La réponse libre est toujours beaucoup plus compliquée. Alors, NSP ne sait pas. Donc ça revient, c'est normal. On a des acteurs qui arrivent sur ces sujets-là. Et c'est l'objectif de webinaire, hein, c'est déjà de vous informer. Ah oui, ça, on peut en mettre plusieurs, ouais, d'accord. Allez, on vous laisse un peu de temps pour répondre parce que c'est intéressant. Pour conclure la présentation d'Alexandra et de Cécile. J'en profite, il y a une question dans le chat. Peut-on identifier des enjeux matériels, mais ne pas en parler dans le rapport car non mature? Alors en fait, complètement. Enfin, en tout cas, vous pouvez dire non mature. Mais en tout cas, il faut répondre. Il faut dire, voilà, c'est matériel, mais là, on n'est pas mature. Et pour bien faire, il faudrait dire, on est en train de se mettre en ordre de marche, on va travailler le sujet et on sera prêt à publier à partir de voilà, une date donnée. Mais c'est tout à fait l'esprit, hein, c'est de prendre conscience qu'il y a des sujets de durabilité que l'entreprise n'a pas encore traités et de prendre conscience que ça met, potentiellement en fragilité, mais que vous allez le traiter et avec un timing, voilà, prévu. Alors, donc là, c'est Bah, justement, bon, là, les résultats des Ouais. réponses, bon, c'est vraiment le défi, il y a marqué direction, direction, donc on voit bien, c'est comment on embarque la direction sur ces sujets de CSRD. Ce que je propose peut-être, parce que Cécile, tu as commencé, est-ce que vous souhaitez qu'on réponde aux questions du chat ou on attend la fin? Ah moi, c'était juste en attendant. Oui, non, peut-être que c'est intéressant, voilà, d'avoir le D'entendre retour de Régis et puis comme ça permettra aux personnes et de aussi poser leurs questions à Régis parce que bon, c'est quand même important, voilà, d'avoir, ce retour d'expérience et puis on gardera un temps à la fin pour répondre à tout le monde. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de questions, hein, donc on y va alors. Merci, Alexandra et Cécile pour ce Ouais, alors j'avais juste une petite conclusion, c'est-à-dire, moi, au-delà de l'obligation, je mmh, pense qu'il faut vraiment se concentrer sur les externalités du projet. Mmh. Encore une fois, l'analyse de matérialité, enfin, c'est un objectif vraiment utile et voire même, mmh. il s'agit là de sécuriser les modèles économiques et voilà, on sait actuellement que les business plans ont quand même du mal à tenir et que là, on est en train de créer, du capital immatériel qui va nous permettre, de les sécuriser justement. Et puis même dans un cas de multi-activité, c'est intéressant de décliner l'exercice, même si vous n'y êtes pas obligé, parce que plus tard, en l'occurrence, la maison mère va vous demander, peut-être de creuser, la double matérialité et puis vous-même, ça vous permet de définir des nouveaux objectifs stratégiques. Ça permet aussi de faire groupe, hein. On a quelques exemples en tête où, bah, finalement, c'est un exercice qui a permis de faire groupe et de ne plus parler en tant que filiale juxtaposée, mais bien en groupe et puis de développer des synergies et des dialogues concrets avec les parties prenantes, pas juste: «Oh, quelles sont vos attentes?» C'est vraiment, là, cette fois concret, de dire: «Bah, qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qui est fragile ensemble et qu'est-ce qu'on travaille ensemble?» Bah, vous avez bien fait d'identifier le sujet, du lien avec la gouvernance, comme important, comment on engage la direction, hein, parce que le lien avec la gouvernance, quand on arrive à l'atteindre, c'est important, donc sachez qu'on y travaille aussi, du côté associatif, donc incitez-les peut-être à aller voir les clubs petit à petit et à se sensibiliser, hein, Mmh. sur le fait que c'est leur responsabilité, c'est la responsabilité de la direction que de définir la stratégie et donc d'identifier les sujets de durabilité. Et puis, beh, bien sûr, c'est un enrichissement de la relation client-collaborateur, mais ça, Régis en parlera mieux que moi. Ouais, Donc clairement. je passe la parole. Et donc là, l'idée, c'est, d'avoir le témoignage de Régis, sur la plupart des questions auxquelles vous avez répondu. Régis, va y répondre aussi pour avoir une application concrète. Régis, je te propose peut-être de représenter rapidement l'entreprise, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous ont Ouais, rejoints, en cours de route d'accord. et peut-être, comment elle est soumise à la CSRD. Très bien. Alors, donc, voilà, je fais partie du groupe Trelleborg. Trelleborg, c'est un groupe international.
dont la maison mère est en Suède. C'est un groupe qui travaille dans des domaines très variés, l'aéronautique, le nucléaire, le offshore, l'oil and marine, l'automobile, sur la fabrication de pièces en caoutchouc et en plastique. Donc voilà, ça c'est le groupe. Son objectif, c'est de fabriquer des pièces très demandeuses. Pas des pièces simples à fabriquer, mais les plus compliquées. C'est là-dessus qu'on se différencie. Donc, moi, je fais partie d'une entité, une business unit, dédiée 100% à l'automobile sur Carquefou, qui a, au fil des années, mis en place, intégré des entreprises, enfin comment dire, excusez-moi, je cherche mes mots, des entreprises de fabrication, un peu partout dans le monde, sur tous les continents. Donc voilà, pour répondre à votre question, Alexandra, comment on a eu, comment ça s'est passé pourquoi on est déjà éligible? Bah, parce qu'on fait partie enfin, on est une entreprise européenne. Donc, on a des filiales dans le monde, mais on est soumis à, à ce reporting. Donc, là, on est en train de le préparer pour le soumettre en 2025 avec tous les chiffres de 2024. Donc, ça a été effectivement beaucoup de boulot. On y est juste après ce meeting, donc on a une révision c'est notre premier test, dry test, comme on dit chez nous, où on a tous ces données-là qui vont être recontrôlées, qu'on a aggloméré tous nos sites, qu'on va remonter au groupe. Donc on va là, sur tous les indicateurs, tous les KPI, on vérifie un par un qu'il n'y a pas trop de bêtises dedans. Donc voilà, on en est là. Alors, après, comment on a démarré ça? Comment on a eu connaissance de toutes ces obligations? Et comment on a joué? On a communiqué avec notre, headquarter. C'est assez, ça a démarré il y a quelques années. C'était plutôt notre l'objectif du groupe, c'était de donner une vision, une trajectoire sur tout ce qui était, décarbonation. Donc ça a vraiment démarré là-dessus. Donc, le groupe nous a imposé, des objectifs de réduction d'empreinte carbone. Et donc après, c'était charge à nous, de trouver, les trajectoires et puis de mettre en place, des KPI, enfin des indicateurs de suivi, notamment, on en parlait tout à l'heure, les scopes 1, 2, surtout sur tout ce qui était énergie, pour décarboner au fur et à mesure et trouver des solutions. À ce moment-là, dans le groupe, il y avait vraiment pas beaucoup d'expertise, sur cette partie CSRD, hein, c'était clair. Donc, là, ça a été un peu à nous de nous débrouiller, quelque part, pour, piloter les sujets et puis trouver de l'expertise et puis, définir les KPI qu'il fallait pour nous, pour notre business. Et donc finalement, l'ensemble des sujets, ont été traités par chacune des filiales ou il y a quand même des sujets qui sont portés à l'échelle du groupe? Alors il y a une partie qui est portée à l'échelle du groupe, toute la partie sociétale, est vraiment portée à l'échelle du groupe, donc le respect des droits humains, toute cette politique-là, donc effectivement on intervient peu, on remonte de la data, de l'information, mais ça c'est traité vraiment à l'échelle du groupe. Ce qui est plus traité, au niveau de nos BU et en local, c'est notre business, nos impacts, on va dire environnementaux plus, parce que là, on a des modèles économiques qui sont très différents d'une entité à l'autre, d'une business unit à l'autre. OK. Et donc du coup, on a compris que c'était vous qui pilotiez, le sujet de la SCRD, mais pourquoi la direction industrielle finalement, a été en charge, de ces sujets? Ouais, alors donc, effectivement, donc, déjà, nous, on n'a pas de direction RSE, au sein de notre business unit, donc, effectivement, on a essayé de dispatcher ça sur plusieurs personnes. Donc toute la partie sociétale est sous la responsabilité de la direction, DRH, de notre business unit. Et puis, personnellement, moi, j'ai pris la partie, on va dire, environnementale, parce que, déjà, j'avais une sensibilité, pour ces sujets-là, ça m'intéressait. Et puis de par la partie, on va dire, opérationnelle, industrielle, on est toujours un peu dans l'optimisation. Donc là, c'était aussi de se dire: «OK, on veut optimiser, mais à un moment, il faut qu'on commence à mesurer et puis après on va pouvoir optimiser». Donc c'est pour ça que ça m'a intéressé beaucoup de mettre en place des indicateurs de performance vraiment liés à l'environnement, le carbone, voilà. Donc on est parti là-dessus, des consommations de gaz, d'énergie, des choses assez simples.
Mais ça nous a permis de, comment dire, d'avoir remonter des premières informations. Et surtout, on a vite senti aussi que les clients, nos clients automobiles, ils voulaient de l'information, ils en avaient besoin. Pour pouvoir dire: «Bah, OK, moi, ma pièce, ou mon véhicule, combien de tonnes de CO2 il a fallu, générer pour le fabriquer?» Donc tout ça, ça a été une demande aussi assez forte, de nos clients, donc il a fallu s'y mettre. Alors, ça concernait beaucoup le manufacturing. Et puis, on s'est aussi rendu compte très vite, parce qu'on a beaucoup d'entreprises un peu partout dans le monde, sur tous les continents, que les enjeux, environnementaux, ils étaient pas les mêmes, qu'on soit en Chine, qu'on soit au Mexique, aux États-Unis, ou en France ou en Europe, des risques, différents, et des enjeux complètement différents. Donc, voilà, c'est pour ça que, bon, j'ai pris ça m'a beaucoup intéressé, donc j'ai pris cette responsabilité-là. Et puis très vite, c'est devenu trop gros. Donc on a recruté, aussi quelqu'un, Anne-Claire, qui est, avec moi aujourd'hui là, une experte, parce qu'à un moment, il faut passer la main, il y a de l'expertise à avoir, et il faut aussi, s'y dédier complètement. Et donc très vite, ça veut dire combien de temps pour donner une idée, aux gens qui nous regardent? On a initié toutes ces, ces KPI, ces indicateurs de performance, vraiment environnementale, sur une première et 2 premières années tout seul. Et puis après, effectivement, avec la CRD qui est arrivée, donc il y a eu beaucoup plus de choses à documenter, des exigences de plus en plus nombreuses de nos clients. On parlait d'audit, donc on a déjà, nous, des clients qui auditent sur tout un tas de critères ESG, donc environnementaux, sociaux et économiques. Donc là, effectivement, il fallait quelqu'un pour regrouper tout ça. Donc Anne-Claire est arrivée en début d'année 2024, et puis maintenant, elle est dédiée complètement à ce travail-là d'accompagnement, et puis de création, de pilotage aussi, avec notre steering de notre transition, écologique. Et du coup, quand vous êtes lancé, quelle a été la première étape? Donc vous nous avez parlé de trajectoire climatique et Oui. l'idée, c'est aussi de se dire, voilà, vous nous avez dit que vous étiez parti sur des indicateurs, gaz, énergie et en quoi finalement, votre démarche a dépassé, la simple construction d'indicateurs et est devenue stratégique, dans votre BU? Alors, effectivement, on a commencé par des choses simples, mesurer l'énergie, récupérer les données des factures électriques, ça, c'était pas très compliqué sur tous nos sites. Et puis après, effectivement, donc ça, c'était la première chose. Hem Et puis après, on a très vite, eu besoin de faire un bilan carbone complet de toutes nos activités. Donc on a commencé par le site de Nantes, et on a été accompagné par le cabinet virtuel, sur ce sujet. Donc ça a été assez rapide, parce qu'on a en place des ERP, avec tout un tas de données, informatisées, qui nous ont permis très vite d'extraire beaucoup d'indicateurs, et nous permettre de faire notre premier bilan carbone complet, sur notre site de Nantes, donc scope 1, scope 2 et scope 3, donc tout le cycle de vie de nos produits, donc pour avoir une vision très complète. Donc ça a été la première chose. Et puis, suite à ça, on s'est dit: «Bon, on va faire la même chose, pour tous nos sites». Donc Anne-Claire a appris à copier les données, qu'on avait faites en France, et puis on a fait exactement la même chose sur tous nos sites. Donc une fois qu'on avait ça, on avait de la donnée, c'était super, mais quoi en faire? Et puis comment faire, avancer les équipes, et chez nous et en local? C'était pas encore gagné. On avait nos indicateurs, mais donc pour créer après une trajectoire, et puis des plans d'action, la deuxième étape que l'on a instaurée, c'est, on a fait une journée, dédiée, impact climatique, avec, tous nos managers, qu'on avait en France, sur tout notre headquarter. C'était la première fois, et donc là aussi accompagné par Virtuel. Ce qui nous a permis, 2 choses: de présenter nos bilans carbone, sur nos sites, mais aussi, commencer à travailler sur, ce qu'on appelle le SWOT climatique, les risques, la double matérialité en fait, et quels sont Pour le climat, voilà. voilà, mais pour le climat. On a vraiment fait un focus sur l'aspect climatique, et ça nous a permis de faire prendre conscience à tout le monde, qu'il y avait des enjeux. Des personnes se posaient ces questions-là avant.
Alors donc, bah, ça a été très prolifique parce qu'on a commencé à ressortir beaucoup de lignes de plans d'action potentiels pour réduire notre impact ou alors, pour, être comment dire? Moins impactés nous aussi avec nos fournisseurs, avec tout un tas de choses qui gravitent autour de nous. Ça, c'était pour la France. Donc, fort de ce succès où on avait quelque chose de très concret, très très visuel, où on avait nos bilans carbone, comment dire? Nos possibilités d'action, au niveau de notre direction. Eh bien, on a voulu refaire comme on avait fait les bilans carbone de tous les sites. Ben, on a pris notre petit cartable et puis on a été dans tous les sites, de production qu'on avait et on a fait la même chose. Par contre, là où en France, on a je pense, une sensibilité quand même assez importante sur tout ce qui est climatique et changement climatique. Bon là, on s'est très vite rendu compte que dans tous les C'est pas pays le où on cas. était, c'était vraiment pas le cas. Hem, Certains pays n'en avaient jamais entendu parler, donc ça peut paraître surprenant, mais effectivement. Donc on est reparti un peu en marche arrière, on a commencé à faire des fresques du climat, dédiées à tous nos steering, enfin nos comités de direction, en local, au Mexique, en Chine, partout, en Europe de l'Est, aux États-Unis, avec des retours qui étaient très, très différents d'un pays à l'autre, et des gens très choqués, d'apprendre que, pour certains, qu'effectivement, bah, il y avait des enjeux, quoi, et qu'on était responsable de beaucoup de choses sur tout ça. Donc ça nous a permis après, bah, de refaire la même chose, des SWOT, des analyses, comment dire? Risques et opportunités sur chacun des sites, avec des datas qui étaient différentes d'un site à l'autre. Au Mexique, voilà, on a des problèmes d'eau, on n'a plus d'eau, quelques heures par jour dans la zone où on est. En Chine, on a eu un typhon il y a 15 jours, on a été obligé de fermer l'usine. On a aussi, comment dire, des clients qui ferment, des constructeurs automobiles parce que les usines sont sous l'eau. Donc voilà, tout ça, il y a eu cette prise de conscience un petit peu de tout ça. On a mis un peu ça en évidence et ça a permis d'amener tout le monde au même niveau de compréhension et aussi de compréhension sur les risques, mais aussi sur l'urgence de concrètement, au-delà de faire du KPI, du reporting, de se poser les bonnes questions pour savoir, bah, où vous voulez aller, comme vous disiez tout à l'heure, en 2030 par exemple, où vous voulez être et quel business et est-ce qu'on était sécurisé ou pas? OK. Et du coup, quels ont été les principaux défis du projet? Et on va venir sur les opportunités après. On n'a pas eu le temps de les poser, à l'audience, mais, vos défis. Ah bah, les défis, bah, pour rebondir un petit peu sur ce que je venais de dire, donc le 1er, bah, ça a été de mobiliser un peu toutes les filiales, tous les pays, un peu membres, parce qu'il y en a qui étaient très, très loin. Donc là, effectivement, ça a été vraiment un défi, mais un défi gagné parce qu'aujourd'hui, voilà, par exemple, ne serait-ce que l'exemple de la fresque du climat, on a proposé dans tous nos pays, s'il y a des gens qui voulaient être formés. On a reçu je ne sais pas combien de volontaires, des plant managers en Chine veulent Donc être il y a un formés, vrai sujet engagement collaborateur, en ouais, fait. complètement, ouais, Mmh. et ça, parce que voilà, ils ont bien compris l'importance de le faire. On n'a pas du tout emmené ça sur l'aspect, on va dire CSRD, KPI, c'était vraiment sur le bon sens, quoi. Pourquoi on veut le faire? C'était vraiment ça notre objectif, nous, c'est de dire, bah, on va commencer par, les problèmes climatiques, voilà comment ça se décline chez nous, pourquoi on est responsable de ça et comment on peut faire pour, soit l'atténuer ou soit se préparer à la suite, quoi. Ouais, et ça pourra vous amener plus tard à engager sur d'autres sujets, sujets d'économie circulaire A ou autres, absolument, mais avoir commencé sur le changement climatique, ouais, effectivement, tout à fait. Donc, après les autres défis effectivement, bah, effectivement, c'était sortir de cette vision où on fait que juste du KPI, du reporting, et puis, comment dire? Aussi faire comprendre à nos directions, à ma direction, bah, l'importance d'avoir des experts, aussi, dans notre organisation. Donc, je me suis un petit peu battu pour qu'on embauche Anne-Claire, mais on a créé ce poste qui n'existait pas, dans notre, business unit. Puis aujourd'hui, je suis très content parce que maintenant, on a même notre, groupe qui appelle Anne-Claire tous les jours pour avoir parce que c'est la première experte, chez Trelleborg qui a été recrutée et aujourd'hui, voilà, cette notion d'expertise, bah, va aussi, profiter à d'autres, business units que l'on a et puis, dans le groupe. Donc ça, c'est important et ça a été un challenge, mais je crois que le groupe a aujourd'hui compris que, bah, fallait des ressources et des expertises sur ces sujets-là.
pas juste des financiers qui remontent de la data. Non, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de freins, je rencontre beaucoup de freins, de dirigeants qui me disent: «Ah, ça fait des ressources à embaucher, c'est pas le moment» et cetera. Donc on peut dire peut-être prenez une ressource en partagé dans un premier temps, Ouais, à mi-temps ou ouais, mais pour prendre conscience en fait de c'est la masse de travail. Il faut mettre le pied dedans en fait, hein. absolument. Et moi, ce que j'ai l'habitude de dire maintenant, c'est qu'on a des services qualité, on a des services sécurité. Il va falloir un service mais environnement, mais on va pas parler d'ISO 14000 ou des choses comme ça. Comment, ok, je génère je suis comment dire, un système. C'est quelle politique j'ai, quelle vision j'ai sur l'environnement, sur mon impact. Donc ça, c'est des services qui vont être à créer, de mon point de vue, comme la qualité, Mmh. mais avec des exercices, des expertises pardon, qui sont complètement différentes de celles de la qualité. Et c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de dire, pas de ressources, pas de bénéfices, parce que si on se concentre que sur les indicateurs, finalement, c'est vraiment pas le côté créateur de valeur de l'exercice. Mais si on n'a pas de ressources, bah, on va être contraint de se concentrer que sur cette partie-là. Et donc pour voir tous les bénéfices dont on a parlé, bah, l'idée, c'est aussi de se dire qu'il faut avoir du temps pour mobiliser et pour pouvoir atteindre des résultats. Et justement, quels bénéfices vous avez vus ou vous Ah attendez bah, de cette on en voit déjà beaucoup des bénéfices, donc déjà on a engagé, toutes nos équipes. Donc ça c'est un vrai enfin, je veux dire à travers le monde c'est quand même, faut pas être naïf, c'est compliqué, hein, d'engager tout le monde et ça c'est un vrai pari réussi. Les gens sont en attente et sont moteurs. Donc ça il y a pas besoin de contraindre. Donc ça c'est déjà une chose. Anne-Claire a fait un super boulot là-dessus. On a aussi en termes de bénéfices, beaucoup communiqué avec nos fournisseurs parce qu'on s'est beaucoup rapproché de nos fournisseurs. Nous on achète de la matière plastique. On a 4-5 fournisseurs dans le monde. Bon, bah, avant c'était juste des notions de coût, d'achat. Maintenant, voilà, on connaît tout leur bilan, carbone, on sait exactement, quelles sont leurs opportunités de produire du biosourcé ou du recyclé. Donc ça nous a permis à nous, de créer, un vrai quelque chose de super, valable pour nous, pour notre business. C'est un simulateur d'impact carbone pour tous nos produits. Donc, aujourd'hui, n'importe quel client nous demande, n'importe quelle pièce, un poids, une géométrie, une matière plastique qui doit être produite à tel endroit et puis, livrée à tel endroit, on sait lui dire son impact carbone et on sait le comparer à d'autres solutions. Donc ça fait partie aujourd'hui, des exigences maintenant des clients automobiles, et on est capable de proposer plusieurs solutions. Donc tout ça, c'est lié au travail qu'on a fait, et donc d'anticipation, de mesures, de KPI et ça nous a permis et ça nous permet d'être les premiers en fait, quelque part par rapport à notre concurrence. On sait produire ça et ça nous ramène du business. Oui, Clairement c'est-à-dire maintenant vous êtes identifié par, ouais, vos clients comme étant force de proposition, comme exactement. ayant réfléchi, comme étant sécurisant pour leur propre business model. Tout à fait. On sait leur proposer des matières bas carbone, voilà. Alors après, il y a toujours on parlait des coûts, pour les coûts des ressources, mais aussi les coûts de la matière première qui est plus cher, hein, encore, sur ça, sur ces matières bas carbone. Donc on a aussi mis sur pied et fait on va bientôt le dérouler. Un premier ce qu'on appelle un Sustainability Day, donc c'est un jour, dédié à tout ce qui est impact environnemental, et c'est aller chez nos clients. Donc en l'occurrence, sans trahir un grand secret, ça sera Stellantis, comment dire? Chez qui on va pouvoir présenter, l'intégralité de ce qu'on est capable de faire pour, les aider à atteindre leur trajectoire, bas carbone. Ils ont tous des visions, nos clients comme nous et donc notre objectif, c'est de se coller à leur vision et de leur proposer des solutions. Donc ça va être de l'éco-conception, ça va être on parlait d'un CSRD, donc tout ce qui était, circularité, des matières biosourcées, des matières rebroyées, donc tout ça, on est en train de préparer tout ça. On va venir avec, le package complet pour leur présenter tout ce qu'on est capable de faire et ça, encore une fois, alors, on peut le voir comme une obligation, la CSRD, mais nous, on l'a vraiment pris comme une possibilité de se différencier par rapport à nos concurrents et aujourd'hui, des constructeurs américains comme Ford, viennent nous voir en direct parce que, finalement, on est les seuls à être capables de leur proposer ce genre de données-là et d'informations et de possibilités. Donc Merci ça, c'est du gagnant, beaucoup. gagnant, Ouais. enfin, pour nous, quoi.
Merci, merci de ce témoignage, Régis. Parce que finalement, tu apportes aussi cette vision de dire, bah, c'est pas juste risque et opportunité, c'est une compréhension globale de il faut rentrer les modèles économiques dans les limites planétaires Oui, et les fondamentaux sociaux, et c'est une opportunité. Donc absolument. c'est bien de rappeler, de rappeler ça, ce fond du projet, avant tout. On va peut-être prendre des questions. Ouais, on peut passer aux questions. N'hésitez pas à les poser à Régis aussi. Alors, bah, je vais aller dans l'ordre, si vous voulez, sur le chat, pour qu'on reprenne. Attendez, parce que comme il y a les questionnaires. Alors, il y a, sur le bilan carbone, justement, il y a une question de Julie qui a dit, voilà, j'ai fait mon bilan carbone en 2023 avec les données 2022. Est-ce qu'il faut renouveler le bilan carbone pour avoir les données 2025 par rapport au reporting? Oui, l'idée, en fait, ça va être de tendre vers un bilan carbone annuel, hein, Oui, finalement. tout à fait. Et le bilan carbone qui a été fait à l'échelle de l'activité, à plus long terme, il faut essayer de le penser plutôt à l'échelle du produit, hein, c'est ce que nous disait Régis, parce que l'idée, ça va être d'évaluer l'impact carbone d'une chaîne de valeur. Mm. Et ça veut dire que chaque acteur de la chaîne de valeur devra dire quelle est la contribution de son apport dedans. Et donc, c'est à la fois renouveler les données sur l'activité parce qu'on a une obligation légale de publication en France, et puis aussi d'essayer de le faire tendre vers un impact produit. C'est pas tout à fait les mêmes, c'est pas les mêmes méthodes, hein. Donc effectivement, l'impact produit, c'est une norme à part entière et ça peut pas être le bilan carbone divisé par le nombre de produits, hein. Voilà. Tout à fait. Je préfère le dire. Alors après, j'ai pas mal de questions sur le périmètre au fait d'application de la CSRD. Est-ce qu'on parle d'entreprise ou de groupe dans le champ d'application? Alors en fait là-dessus, donc les entreprises sont chacune concernées. Donc c'est-à-dire si vous êtes filiale d'un groupe, légalement, vous êtes concerné, mais vous avez le droit à une exemption si jamais votre groupe fait un rapport. Donc votre groupe a l'obligation de publier des données consolidées pour l'ensemble de ses filiales. Ça, c'est non négociable. Ce qui est négociable, c'est si vous êtes filiale d'un groupe, vous n'êtes pas obligé de publier vos données, à condition que votre groupe publie donc les données consolidées et que vous soyez bien inclus dans le périmètre. Donc ça, c'est important aussi à vérifier. Donc, d'une façon indirecte, vous allez être concerné puisque on va vous demander de remonter des données. Bien sûr. Après, alors attendez, parce que j'ai quelques... je reprends. Peut-être pour compléter sur cette histoire de groupe, d'établissement, sur les chiffres consolidés au niveau français, au niveau européen, c'est souvent la question en fait. Quel est le périmètre et où on prend le périmètre au niveau français, au niveau européen et au niveau mondial? C'est souvent les questions qui reviennent. Et je vois elles sont reprises sur les chiffres consolidés et autres. Alors après, on n'est pas juriste, donc vraiment le conseil d'Alexandra d'aller rentrer votre tirette sur le site Betagouv, c'est la meilleure chose à faire. Comme ça, vous voyez vraiment si vous êtes concerné. Voilà. Et après, l'exemple de Trelleborg, je pense, permet de montrer cette articulation. En fait, le groupe en Suède est obligé de publier des données consolidées. Trelleborg est dispensé de publier son propre rapport parce qu'il fait partie du périmètre des données consolidées, mais il peut le faire s'il a envie. Et Trelleborg est allé demander, enfin, Régis et son équipe sont allés demander les données dans tous les pays du monde, parce qu'à partir du moment où le siège est inclus, ça veut dire que l'ensemble des filiales, donc les indicateurs que vous remontez, doivent concerner l'ensemble de vos filiales, y compris dans des pays qui ne sont pas couverts. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, les données consolidées doivent impliquer l'ensemble des acteurs, y compris dans des pays où l'obligation ne s'applique pas ou pas encore. Une question de Julie, déjà sur la structuration du rapport, donc apparemment elle doit être avancée déjà un petit peu sur ces sujets-là, mais au fait, comment le rapport justement doit être structuré? Est-ce que c'est par les normes, les fameuses ESRS, les enjeux, les engagements? Que conseillez-vous?
Je peux répondre. Il y a toute une partie commune qui est la réflexion sur justement cette analyse de double matérialité. Il y a toute cette partie commune qui vient en chapeau en fait de l'ensemble de la démarche où vous allez à la fois donner voilà, les sujets, les risques et opportunités que vous avez identifiés, les impacts que vous avez identifiés, ce qui ressort comme matériel. Donc voilà, c'est toute cette partie-là. Ensuite, il y a aussi cette partie sur la gouvernance, hein, je le disais tout à l'heure, la manière dont la gouvernance a été impliquée. Est-ce qu'elle a juste validé les résultats ou est-ce qu'elle a été impliquée à toutes les étapes et est-ce qu'elle est impliquée dans la stratégie, etc. Et tout ce volet-là, qui est en fait ce qu'on appelle voilà, les parties communes de la CSRD. Ensuite, la CSRD impose donc je saute, il faut donner la vision stratégique globale, voilà également. Et ensuite, la CSRD impose de rentrer dans chaque ESRS et dans chaque ESRS de rappeler que il y a dans enfin dans chaque ESRS matériel, hein, c'est ce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, chaque enjeu de durabilité matérielle, vous ne gardez que ceux qui sont matériels. Et pour chacun d'eux, là par contre, on est obligé d'avoir 3 sections, une section environnementale, sociale, sociétale et éthique. Donc ça, c'est dans l'ordre. Après, vous avez le droit d'être dans le désordre à l'intérieur de ces sections. Mais par contre, dans chaque section, rappeler l'enjeu, pourquoi il est matériel, quels sont les impacts, quels sont les risques, quelle est la stratégie, quels sont les objectifs, le plan d'action pour y arriver, ce qu'on appelle aussi le plan de transition, voilà, et puis les principaux résultats, donc indicateurs. Donc ça, c'est quand même assez normé et ça va venir structurer le rapport. Il faut bien sûr que dans la section commune, il y ait évidemment le périmètre, notamment si vous faites des exemptions de périmètre, des choses comme ça. Et puis, voilà, donc c'est assez normé et à la fin, il doit y avoir un index sur où trouver les informations et les correspondances avec éventuellement d'autres normes, etc. Voilà, donc et l'avis évidemment de l'auditeur qui doit être joint également dans le rapport. Voilà dans les grandes lignes. Après, par rapport à ça, pour les entreprises qui sont concernées pour une publication en 2025, vous allez aussi pouvoir voir des exemples de rapports des grandes structures qui sont obligées de publier leurs rapports dès 2025 et ça pourra peut-être aussi vous aider, vous guider pour la structuration de ce rapport. C'est déjà le cas. Alors même s'il n'y a pas une conformité à 100% des rapports qui ont été publiés sur l'exercice 2023, vous commencez déjà à avoir certains exemples. Alors beaucoup De grands groupes. internationaux en anglais, beaucoup dans des industries assez impactantes, hein, dans l'extraction, dans le pétrole, on a beaucoup d'exemples. Il y a quelques exemples en France quand même. Après, il faut bien se dire que ce n'est pas 100% conforme, mais ça vous donne une idée de ce que ça peut rendre finalement au final. Et nous, l'objectif à Comité 21 l'année prochaine, et puis dans notre rôle de montrer au fait des bonnes pratiques, on va justement montrer des retours d'expérience sur ces sujets-là pour voir, pour vous donner des exemples concrets en France sur le rapport de durabilité et la démarche qui a été mise en place. Donc, c'est aussi en regardant ce qui se passe, en faisant de la veille, que vous allez grandir sur ces sujets-là et en étant accompagné par des experts. Peut-être pour rassurer les gens, dire que quand on est une entreprise de moins de 750 personnes, on a aussi des délais pour certains sujets. Donc, il y a les sujets prioritaires et puis il y en a un où on a des délais pour reporter à partir du moment où on est moins de 750. Donc, profitez de ces reports-là pour se prioriser, pour aller mettre les actions sur les sujets prioritaires. Oui, c'est ça. Vraiment, notre conseil, c'est de faire cette analyse de double matérialité pour se rendre compte là où sont les sujets les plus importants et vraiment d'organiser le travail, y compris, voilà, comme le dit Françoise, de dire, bon, voilà, il y a des sujets qui sont, on n'a pas l'obligation de reporter dès la première ou la deuxième année, très bien, c'est peut-être ceux-là, on peut les mettre de côté, mais même des sujets qui sont prioritaires, si vous n'avez pas les éléments, vous annoncez encore une fois quand est-ce que vous serez prêt à y répondre. Et il y aura vraiment une compréhension hein, des auditeurs. On échange beaucoup avec les auditeurs, évidemment, en ce moment. Hein, voilà. L'idée, c'est quand même d'accompagner les entreprises, c'est pas de sanctionner.
faut vraiment être sur l'intention de la loi, ce que j'ai dit au tout début, hein. L'idée, c'est d'accélérer la transition, d'accélérer l'économie qui rentre dans les limites planétaires et sociales. Donc, voilà, c'est gardez ça en tête et concentrez-vous sur l'essentiel. Alors, il est 10h32, donc on va conclure ce webinaire sur un peu les prochaines étapes. En tout cas, il y a des questions sur comment on peut être accompagné, quels experts. En effet, il y a beaucoup de choses. Donc, en fonction de votre niveau de maturité, je crois que vous l'avez dit en préambule, et puis le témoignage de Régis, c'est faut monter en compétence sur ces sujets-là, hein. Donc, voir si vous êtes concerné, comprendre bien ce que c'est que la RSE, la CSRD. Donc, en fonction de votre maturité, il y a des organismes de formation, il y a des réseaux avec du partage d'expérience, du partage de méthodes, il y a des experts des cabinets de conseil. Voilà, donc là, vous avez un panorama aujourd'hui de quelques acteurs. Donc, en tout cas, par rapport à Comité 21, nous, dans notre rôle de sensibiliser, de montrer que c'est possible, on a le 10 décembre un atelier très concret et opérationnel sur la double matérialité, où au fait on va prendre un cas d'entreprise et voir justement quelles questions se poser. Donc l'objectif n'est pas du tout de faire votre matrice de double matérialité, c'est pas du tout l'ambition. L'objectif, c'est de prendre un cas concret et de montrer au fait les questions qu'il faut se poser. Et comme ça, vous allez mieux comprendre ce que c'est que la matrice de double matérialité. On fait aussi des formations sur la RSE, donc ça permet aussi de grandir, de comprendre la démarche pour structurer sa démarche de RSE. Voilà, donc en tout cas, nous, on est un réseau là-dessus. Si voilà, vous avez des informations, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet. Et puis, il y a l'UIMM qui a aussi des démarches sur la RSE. Donc là, je laisse Françoise présenter rapidement ce que vous faites pour après pouvoir revenir avec vos conseillers, quoi. Voilà, donc nous, on propose des démarches sectorielles parce qu'on a bien compris que la CSRD, c'est quand même en lien avec la RSE. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une démarche RSE, une approche sectorielle pour améliorer la performance dans une vision de performance globale industrielle. Donc c'est vraiment un référentiel qui est pragmatique, qui est dédié, qui est dimensionné pour les TPE-PME, donc pour avancer sur tous ces sujets de RSE, mais vraiment avec un focus entreprise industrielle, entreprise manufacturière. Donc on va vous parler avec un vocabulaire qui est le vocabulaire des industriels. Donc on propose deux niveaux. Un premier niveau qui est déjà en place déjà depuis quelques mois, donc qui est l'évaluation niveau 1. Sur une demi-journée, on fait un point, les points forts, les bonnes pratiques de l'entreprise, et puis on identifie des pistes d'amélioration, et puis on peut communiquer sur cet engagement dans une démarche RSE avec un logo, avec une charte. Et puis ce qui est en train de se mettre en place sur l'année fin 2024, début 2025, c'est une évaluation de maturité dans le cadre de ces démarches RSE, avec une possibilité de délivrance d'un label par un organisme tiers qui sera accrédité. Et donc là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus global, hein. On est vraiment dans une logique d'opportunité, d'attractivité de l'entreprise et de compétitivité, donc avec un référentiel qui est vraiment très, très adapté aux TPE-PME, qui permet en fait aussi de mettre le pied à l'étrier sur ces démarches RSE avant d'aller pour pouvoir être en capacité de répondre à ses clients sur des questionnaires en lien avec la CSRD. Donc voilà, donc là, nous, on est 5 départements en Pays de Loire, et vous avez des conseillers référencés RSE dans chacun des 5 départements. Donc je vous conseille, si vous êtes adhérent UMM, de vous rapprocher de votre UMM territorial pour pouvoir bénéficier de ces démarches RSE. Merci Françoise. Déjà, je voulais remercier tout le monde. Il y avait beaucoup d'experts, hein, et de témoins sur ces démarches-là. Donc, merci au cabinet virtuel, merci à Trelleborg, à Régis pour son témoignage, merci à Françoise. Donc, merci beaucoup pour votre participation et on vous souhaite une très bonne journée.